Fahrenheit 451, Gargantua, Le Tour du monde en 80 jours, ou encore Le Père Goriot. Si vous avez envie de découvrir ces classiques de la littérature, mais que vous n'avez pas le temps de les lire, découvrez le podcast Le Meilleur Résumé. Écoutez des récits immersifs, complets et 100% fidèles aux œuvres originales. Recherchez dès maintenant Le Meilleur Résumé sur votre application d'écoute. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 59. Grégoire de Tours, le grand témoin. Dans sa monumentale histoire des Francs, Grégoire, évêque de Tours, écrit au début du chapitre 5 l'introduction suivante. Il me pèse d'avoir à raconter les vicissitudes des guerres civiles qui écrasent la nation et le royaume des Francs. Et, chose cruelle, nous ont déjà fait voir ces temps marqués par le Seigneur comme le commencement des calamités. Le frère livrera le frère à la mort, et le père le fils. Les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Ils auraient dû, cependant, se laisser arrêter par les exemples des rois anciens qui, une fois divisés, succombaient aussitôt sous les coups de leurs ennemis. 10 livres d'histoire par Grégoire de Tours, chapitre 5. Alors il y a probablement assez de matériel pour faire un podcast entier au sujet de Grégoire, tellement cet évêque et son œuvre sont critiques pour l'histoire des Mérovingiens. Et si vous trouvez que son nom est déjà revenu un peu trop souvent dans le cadre de ce podcast, attendez les saisons 4 et 5. En vérité, l'histoire des Mérovingiens n'existe pas sans cet homme, donc autant le présenter pour de bon avant de massivement faire appel à son texte. L'évêque est né autour de 538 en Auvergne. Fils d'une famille d'aristocrates gallo-romains, Grégoire est tout sauf un va-nu-pied au VIe siècle. Il vient d'une famille richissime et puissante de cette région, fière de leurs ancêtres prestigieux. Et il dispose en plus d'une flopée d'évêques et de saints dans sa propre lignée d'ancêtres. Autant de facteurs qui affermissent sa position sociale durant son existence et alimentent sa ferme conviction qu'il est tout à fait à sa place pour non seulement conduire le peuple de Dieu, comme pour faire la morale à peu près tous ses contemporains. Autre paramètre sur son identité, notre ecclésiastique est austrasien, c'est-à-dire sujet du royaume mérovingien de l'Est dont l'Auvergne fait partie pour des raisons qu'on évoquera. Né dans ce royaume, nommé à un évêché contrôlé par l'Austrasie, ami du roi et de la reine du pays, sa fidélité politique pour ses souverains ne disparaîtra jamais, même quand il devra servir contraint et forcé pendant quelques années leur pire ennemi, le roi Chilpéric de Neustrie à l'ouest. Mais, nommé évêque à Tours dès ses 35 ans, il va piloter de facto cette ville aussi contestée qu'importante dans le monde des Francs pendant plus de 20 ans. Un rôle et un âge assez jeune qui lui donnera une position unique pour observer et raconter l'histoire des Mérovingiens des origines jusqu'à la fin du VIe siècle au travers de son œuvre qu'il achèvera peu avant sa mort en 594. Ce qui, évidemment, nous met dans une position un peu ambiguë à 15 siècles d'écart vis-à-vis de ce texte. Alors, côté face, son rôle éminent au cœur du pouvoir et sa décision assez insolite pour l'époque de consigner par écrit les événements de son temps. Sa tentative, même un peu chaotique parfois, de retranscrire l'histoire politique tourmentée du royaume est une véritable mine d'or. Ses écrits sont fondamentaux pour comprendre ce qui se passe chez les Francs du 5e et du 6e siècle. Les deux autres grandes chroniques du Haut Moyen-Âge, Frédéguerre et le Liber Historia Francorum, qu'on appelle plus souvent de son nom latin de Liber,
ne font que reprendre le texte de Grégoire en réalité, sans y ajouter énormément de choses crédibles. Mais, côté pile, il y a beaucoup à mettre dans l'acte d'accusation de Grégoire, et il faut le mentionner maintenant, avant que tout le reste de notre projet ne s'appuie allègrement sur son travail. Alors, commençons par les évidences. L'évêque est déjà un homme de son temps, et ses biais, même s'ils sont presque drôles tellement ils sont grossiers parfois, doivent être rappelés. Comme la plupart de ses contemporains, Grégoire était parfaitement antisémite, misogyne et d'un fanatisme religieux un peu inquiétant. Aucun doute dans l'esprit de Grégoire, aucune distance, aucune remise en question. Le royaume des Francs a bien fonctionné car il est ordonné de la bonne manière par Dieu. Les chrétiens nicéens sont au pouvoir, les barbares païens ou ariens, comme les juifs, ne sont que des viles créatures qu'il faut convertir ou éliminer, et les femmes sont-elles, sauf une petite minorité de saintes, une source de disputes, de péchés et de problèmes en tout genre pour les braves habitants de la Gaule. Préjugés qui se combinent d'ailleurs avec son mépris de classe, vu que, aucun doute pour l'évêque, les riches aristocrates éduqués gallo-romains sont censés gouverner les affaires humaines et rien de bon ne peut venir d'un descendant de paysans, ou pire, d'esclaves. Et il va sans dire que cumuler une ou plusieurs de ces diverses tares dans ses écrits vous condamne assez immanquablement à ses yeux, ce qui ne sont pas des petits facteurs de transformation de la réalité qu'il retranscrit. Mais il y a plus que ces petites fixettes à bien regarder lorsqu'on utilise cette source un peu trop unique pour comprendre les Mérovingiens. Il y a évidemment le contexte politique de son époque. Un royaume des Francs troublé, déchiré par la guerre civile et les conflits entre souverains dans lesquels notre homme n'est pas seulement qu'un observateur. Lui qui a été propulsé sur son évêché par le roi d'Austrasie et qui voit sa ville de Tours envahie et saccagée par ses ennemis plusieurs fois pendant 25 ans, raconte l'histoire comme un témoin engagé, mais pas toujours très honnête ou impartial. La vérité, c'est qu'en tant que fidèle sujet de l'Austrasie et ami personnel de certains de ses acteurs, il est difficile de trier entre les faits et son interprétation partisane. Il admire certains personnages, d'autres sont des ennemis personnels, et tout ce qu'il raconte est souvent biaisé par ses opinions politiques ou ses intérêts en tant qu'auvergnat de naissance ou tourangeau d'adoption. Sa construction littéraire faussement naïve, quand il passe certains faits sous silence, laisse des pans béants de sa narration inexpliquée ou intercale des épisodes apparemment en dépit du bon sens, cache mal qu'il n'est ni confus ni ignorant en fait. Certaines vérités sont probablement trop risquées à énoncer à cette époque, et d'autres ne l'arrangent pas tout simplement dans la belle démonstration qu'il tente d'établir. Car, dernier problème et pas des moindres, ce sont ses objectifs plus ou moins cachés justement. Car évidemment, si Grégoire masque sous une humilité apparente ses intentions, se présentant comme un piètre auteur un peu rustre, notre homme n'écrit pas juste pour le plaisir une chronique. Non, Grégoire veut écrire une histoire religieuse de son royaume, un monde où la main divine est visible derrière chaque événement et conduit directement les affaires politiques, récompensant les bons et punissant les méchants, et en particulier les acteurs politiques qu'il déteste cordialement. D'où un mélange assez invraisemblable d'histoires édifiantes de saints et de leurs miracles, intercalés avec l'histoire plus politique du royaume et des différents coups bas et conflits qui le traversent. En exaltant la vertu des hommes de foi comme exemple à suivre et en accablant en miroir les vilains souverains et autres puissants peu recommandables de son époque, il nous fait une démonstration assez logique pour un évêque, mais qui sans doute simplifie et caricature terriblement les véritables actions des souverains politiques, souvent ramenés à une sauvagerie un peu exagérée qui n'est pas pour rien dans la mauvaise réputation de la dynastie royale des Mérovingiens 15 siècles plus tard. Mais bon, soyons tout de même charitables avec l'évêque, qui, malgré ses immenses défauts, ses biais et ses manipulations, a tout de même tenté de prêcher la bonne parole d'une certaine manière. Celle de la dénonciation du drame absolu de la guerre civile, étant à son grand désespoir un recours acceptable en cas de dispute entre aristocrates. Un retour de la barbarie d'une certaine manière, dans le royaume pacifié selon lui à la mort du grand Clovis, 70 ans plus tôt. Ce qui, là encore, était une énième simplification caricaturale servant sa thèse comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, en ce sens, Grégoire se rattache, malgré leur rôle politique croissant dans le royaume, à la tradition des évêques des premiers temps,
cherchant à garder leur rôle de protecteur des populations civiles dans un monde en plein tourment politique. Une vocation qui n'a pas totalement disparu en son temps et qui excuse les quelques exagérations et autres trucages du bon évêque, se désespérant de voir que le christianisme nicéen qui a triomphé jusqu'au sommet de l'État n'a pas transformé radicalement la nature humaine, aussi laide au VIe siècle qu'à peu près toutes les époques malheureusement.